Pendant des années, une phrase est revenue en boucle, une phrase censée clore le débat. Des débris ont été retrouvés. Pour beaucoup, cela signifie que le mystère du vol MH370 est enfin résolu. Mais en réalité, ces débris soulèvent presque autant de questions qu'ils n'apportent de réponses. Car retrouver des fragments d'un avion ne veut pas dire comprendre ce qui lui est arrivé, et encore moins expliquer comment il a disparu sans laisser de traces pendant plus d'1 an. Le premier débris est découvert en juillet 2015, plus d'1 an après la disparition du MH 370, sur une plage de l'île de la Réunion. Il s'agit d'un flaperon, une pièce mobile de l'aile, utilisée pour le contrôle de l'avion à basse vitesse. Très vite, les experts confirment qu'il provient bien d'un Boeing 777. Et quelques mois plus tard, les autorités concluent officiellement qu'il appartient au vol MH370. À ce moment-là, pour le grand public, l'affaire semble presque réglée. Si un élément aussi spécifique a atteint les côtes de l'océan Indien, alors l'avion s'est forcément écrasé en mer. La logique paraît implacable, mais cette conclusion repose sur une hypothèse fragile, que les débris retrouvés racontent toute l'histoire du crash. En réalité, seuls quelques fragments ont été officiellement identifiés. Des morceaux d'ailes, des panneaux extérieurs, des éléments de carénage, aucun moteur, aucune partie centrale du fuselage, aucune trace du cockpit et surtout, aucun enregistreur de vol. Or, dans la plupart des accidents aériens majeurs, même en pleine mer, une quantité bien plus importante de débris est retrouvée. Ici, l'absence des pièces les plus lourdes et les plus critiques intrigue immédiatement les spécialistes. Les autorités expliquent que l'océan Indien est vaste, profond et difficile à explorer, ce qui est vrai. Mais cela n'explique pas tout. Un autre point alimente le doute, l'état même des débris retrouvés. Les flaperons analysés présentent des dommages. Mais ces dommages ne permettent pas de trancher clairement entre un impact violent à haute vitesse et un contact avec l'eau plus contrôlé. Certains ingénieurs estiment qu'un crash incontrôlé à grande vitesse devrait produire une fragmentation beaucoup plus importante. D'autres rappellent qu'un amérissage, même maîtrisé, peut aussi provoquer des dégâts sérieux selon l'angle et la vitesse. Autrement dit, les débris ne permettent pas de déterminer si l'avion était encore sous contrôle au moment de l'impact. Cette incertitude est centrale, car elle conditionne toute l'interprétation du scénario final. Pour tenter d'aller plus loin, les enquêteurs se tournent vers les modèles de dérive océanique. Ces modèles cherchent à reconstituer le trajet des débris, depuis un point de chute supposé jusqu'aux plages où ils ont été retrouvés. Sur le papier, ces modèles sont impressionnants. Ils prennent en compte les courants marins, les vents dominants, la rotation de la Terre, la forme et la flottabilité des objets. Mais dans la pratique, ils reposent sur des hypothèses extrêmement sensibles. Un léger déplacement du point de départ, une estimation approximative de la flottabilité d'un débris, un courant saisonnier mal modélisé, et le résultat final change radicalement. Certaines simulations placent le crash dans le sud de l'océan Indien, dans la zone initialement explorée. D'autres déplacent cette zone de plusieurs centaines, voire de milliers de kilomètres. Aucun modèle ne permet de localiser précisément l'épave. Il donne des probabilités, pas des certitudes. Un autre élément souvent négligé concerne la chronologie des découvertes. Les débris n'ont pas été retrouvés en une seule vague. Ils sont apparus progressivement, sur plusieurs années. Afrique de l'Est, îles de l'océan Indien, Madagascar, Mozambique. Si tous ces fragments proviennent d'un même point d'impact, leur dispersion dans le temps et l'espace reste difficile à expliquer de manière totalement satisfaisante. Certains scientifiques évoquent des débris piégés dans des gyres océaniques avant d'être relâchés. D'autres suggèrent que certaines pièces auraient pu se détacher bien après l'impact initial. Mais là encore, il s'agit de scénarios plausibles, pas de preuves définitives. Un détail technique attire également l'attention. Aucune trace évidente de suie, de brûlure ou d'explosion n'a été observée sur les débris authentifiés.
Cela suggère qu'il n'y a pas eu d'incendie majeur avant l'impact. Mais cela ne permet pas de déterminer si l'avion était vide, contrôlé ou en perte totale de contrôle à ce moment-là. En réalité, les débris ne parlent que d'une seule chose, avec certitude. L'avion a fini dans l'océan. Ils ne disent rien sur le pourquoi, rien sur le comment, rien sur le moment exact. Ils confirment la fin du vol, pas son déroulement. Et c'est là que le piège se referme, parce que la présence de débris donne une illusion de résolution. Elle apaise le besoin collectif de réponse. Elle permet de dire que l'on sait, même quand on ne sait pas vraiment. Mais en science, et encore plus en aviation, ce qui n'est pas démontré reste une hypothèse. Les débris du MH370 sont des témoins muets. Ils confirment une issue tragique. Mais ils ne racontent pas l'histoire complète, sans l'épave principale, sans les boîtes noires, sans les données finales de vol. Chaque scénario reste ouvert. Crash incontrôlé à grande vitesse, amérissage volontaire ou semi-contrôlé. Défaillance progressive, suivie d'une perte totale de contrôle. Aucun de ces scénarios ne peut être définitivement écarté à ce stade. Et tant que le cœur de l'avion restera introuvable, les débris continueront de poser plus de questions qu'ils n'en résolvent. Dans le prochain et dernier épisode, nous allons tenter de rassembler toutes les pièces du puzzle. Ce que l'on sait avec certitude, ce que l'on ignore encore. Et pourquoi, plus de 10 ans après, le mystère du vol MH370 reste entier.